On a tous connu ce moment, je pense. On sort d'une réunion, d'un dîner entre amis et en reparlant après, on se rend compte que tout le monde a eu une perception complètement différente de ce qui venait de se passer. Ah oui, c'est l'impression d'avoir assisté à 3 scènes différentes. Exactement. Et on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai raté?» C'est une expérience universelle et ça pointe vers un problème en fait. On croit tous être de bons juges du caractère des autres, mais en réalité, les études montrent qu'on se trompe massivement. Et pourquoi? On n'écoute pas assez. On écoute trop les mots. On se concentre sur une toute petite partie du message. Et ça tombe bien parce que c'est pile le sujet du livre qu'on explore aujourd'hui, Read People Like a Book, de Patrick King. Son idée de départ est assez simple et même déculpabilisante, je trouve. Oui, comprendre les gens, ce n'est pas un don mystique, pas un super pouvoir. C'est une compétence. Et ça s'apprend. Un peu comme une nouvelle langue. C'est une très bonne image. Et pour poser le cadre, le livre rappelle ce chiffre qui est un peu fou, Le 7%. le 7%. Seulement 7% de notre communication passe par les mots. Ah oui, c'est très peu. Tout le reste, les 93%, c'est le ton de la voix et surtout, le langage corporel. Donc on passe notre temps à suranalyser la plus petite partie du message. Donc l'objectif, ce n'est pas de devenir une sorte de mentaliste de série télé. Pas du tout. L'idée, c'est d'apprendre à faire ce que l'auteur appelle des suppositions éclairées, des best guess, en collectant et en analysant intelligemment toutes les données que les gens nous offrent en permanence. D'accord. Alors, par où on commence pour décrypter quelqu'un? Le livre suggère de ne pas regarder la surface, mais de plonger, de comprendre ce qui motive vraiment les gens, souvent à leur propre insu. Exactement. Et pour ça, il utilise un concept fascinant qui vient de la psychologie de Carl Jung, l'ombre. L'ombre. Pour faire simple, c'est la somme de toutes les parties de nous-mêmes qu'on refuse. Celles qu'on cache ou même celles dont on n'a pas conscience. Nos peurs, notre vanité, notre jalousie. C'est un peu notre face cachée, quoi. Le livre prend cet exemple, un peu cliché mais très visuel, de l'homme d'âge mûr qui s'achète une voiture de sport rouge. Voilà, le cliché. C'est la manifestation visible de ce qu'il essaie de compenser. Peut-être la perte de sa jeunesse, de sa vigueur. Mais au-delà de la caricature, comment est-ce que cette ombre se manifeste au quotidien? Dans une réunion de travail, par exemple. C'est une excellente question. C'est là que ça devient vraiment utile. Pensez à ce manager qui critique tout le temps le manque d'organisation de son équipe, qui est obsédé par les détails, les deadlines. On en connaît tous un. Très souvent, il projette sa propre peur panique de perdre le contrôle ou d'être perçu, lui, comme désorganisé. En fait, l'agressivité de sa critique est souvent proportionnelle à l'insécurité qu'il cache. Donc ce que la personne critique le plus fort chez les autres, Révèle très souvent sa propre ombre. Comprendre ça, ce n'est pas pour excuser, c'est pour décoder la vraie source de l'émotion. en plus de cette ombre, il y a des moteurs encore plus fondamentaux. Le livre parle du principe universel de recherche du plaisir et d'évitement de la douleur. C'est un concept hérité de Freud, mais la conclusion est très pragmatique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'instinct d'éviter la douleur est un moteur infiniment plus puissant que la quête du plaisir, C'est vrai. On fera beaucoup plus d'efforts pour ne pas perdre 100 euros. que pour en gagner 100, exactement. Et le point crucial, c'est que ce qui nous guide, ce n'est pas la réalité, mais notre perception de ce qui sera douloureux ou agréable. J'imagine que ça se connecte à la fameuse pyramide des besoins de Maslow qui est aussi mentionnée. Tout à fait, et ça apporte un éclairage très concret. Maslow, il hiérarchise nos besoins. D'abord le physiologique, manger et dormir. Puis la sécurité, emploi, santé. Puis l'appartenance, l'estime, jusqu'à l'accomplissement. Et donc, l'outil, c'est de se demander, C'est de se demander quel est le besoin le plus fondamental qui n'est pas satisfait chez cette personne, maintenant. donc, si on applique ça, essayer de motiver un employé avec des grands discours sur l'accomplissement de soi alors qu'il est terrifié par une vague de licenciements, C'est complètement inutile. son besoin de sécurité n'est pas rempli. Exactement. C'est comme essayer de parler de philosophie à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Ça ne marche pas. D'accord. Et il y a un autre moteur très puissant, la défense de notre ego. On est programmé pour protéger l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est là qu'interviennent des mécanismes comme le déni. Oui, le déni, non, ce rapport ne peut pas être correct, l'ordinateur a dû se tromper. Ou la rationalisation, l'art de se trouver de bonnes excuses. L'exemple parfait, c'est la fable du renard. Le renard qui n'arrive pas à atteindre les raisins et qui se persuade qu'ils sont trop verts. Il protège son ego de l'échec. Les internes, comment est-ce que ça fuit à l'extérieur? Est-ce que notre corps nous trahit?
Il ne nous trahit pas, il communique. C'est ça que le livre explique. Il nous invite à devenir des observateurs du non-verbal. Et il insiste sur un point crucial. Il faut observer en clusters. En groupe d'indices. Voilà. Un seul signe, comme les bras croisés, ça ne veut rien dire. La personne a peut-être froid, ou c'est une habitude. C'est le cliché. C'est le cliché. Mais si les bras croisés sont accompagnés d'une mâchoire serrée, d'un corps qui se détourne un peu, et d'une voix plus aiguë, là, le cluster est cohérent. Il indique une fermeture, un désaccord. Le livre insiste aussi beaucoup sur l'idée d'établir une ligne de base, une baseline. J'avoue que ce concept, ça a changé ma façon de voir les choses. Ah oui. Bah oui. J'ai toujours pensé que les bras croisés, ça voulait dire que la personne était fermée. Mais si c'est juste sa posture de confort habituelle, j'ai peut-être tout interprété de travers depuis des années. C'est absolument essentiel. J'avais un collègue qui était toujours très agité. Il tapait du stylo sur la table, il se balançait sur sa chaise, tout le temps. Sa baseline. C'était sa baseline. Au début, je pensais qu'il était stressé ou ennuyé par mes idées. Et puis j'ai compris. Le jour où je l'ai vu poser son stylo, s'arrêter de bouger et rester immobile, Ah. c'est là que j'ai su qu'il était vraiment contrarié. C'est l'écart par rapport à la norme qui est l'information. C'est la rupture de la baseline qui alerte. Et il y a des indices assez surprenants. Le livre mentionne que même nos pieds parlent pour nous. Oui, c'est un détail fascinant. Comme les pieds ne sont pas directement dans notre champ de conscience, comme notre visage, ils sont souvent plus honnêtes. C'est vrai qu'on ne pense pas à contrôler ses pieds. Jamais. Des pieds qui pointent vers la porte de sortie pendant une conversation, ça indique souvent une envie inconsciente de partir. Ou les micro-expressions, ces flashs d'émotions sur le visage qui durent moins d'une seconde. Ça peut contredire le discours. Carrément. Quelqu'un qui dit « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle », avec une micro-expression de peur, envoie deux messages contradictoires. Et le message non-verbal est presque toujours le plus vrai. L'observation ne s'arrête pas à la personne elle-même. Le livre propose d'agir un peu comme Sherlock Holmes et d'analyser aussi l'environnement. C'est là qu'on touche au concept de thin slicing, la capacité de notre cerveau à faire des jugements rapides et, souvent, très précis, à partir de tranches fines d'informations. C'est une forme d'intuition éduquée. Attendez, cette idée de thin slicing, est-ce que ce n'est pas juste un autre nom pour faire des préjugés? Comment on fait la différence entre une intuition brillante et un stéréotype paresseux? La question est cruciale, et le livre y répond indirectement. La différence, c'est que le préjugé est une conclusion figée, générale. Tous les X sont Y. Le thin slicing, c'est une hypothèse de travail basée sur des observations spécifiques. D'accord. Il y a une étude surprenante citée dans le livre sur l'analyse des chambres d'étudiants. Les observateurs ne rencontraient jamais les occupants. Et les résultats étaient probants. Étonnamment, les chambres des personnes qui se décrivaient comme conservatrices étaient souvent plus ordonnées, mieux éclairées, avec des calendriers, des articles de sport. Celles des libéraux contenaient plus de livres, de CD, de matériel artistique, et étaient globalement plus colorées, plus désorganisées. Ce ne sont pas des jugements de valeur, juste des corrélations. L'environnement reflète des traits de personnalité. Mais, et c'est un point majeur que le livre souligne, il faut toujours appliquer un filtre culturel. C'est-à-dire? Est-ce qu'un contact visuel intense est un signe de confiance à Tokyo comme à New York? Absolument pas. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Dans certaines cultures, le contact visuel direct est un signe de respect, d'honnêteté. Dans d'autres, c'est perçu comme agressif ou irrespectueux, surtout envers une personne plus âgée. Donc le même geste peut avoir des significations opposées. Exactement. La première étape, ce n'est pas d'apprendre un dictionnaire de gestes. C'est de comprendre le contexte culturel de la personne en face. Sinon, on commet des erreurs d'interprétation massives. D'accord. Donc en plus de ces indices du moment, il y a aussi des schémas de comportement qui se répètent dans le temps. Le livre aborde les modèles de personnalité pour anticiper les réactions. Oui, il présente des typologies comme le Big Five ou le MBTI. Non pas comme des étiquettes rigides pour enfermer les gens dans des cases. Ce n'est pas un horoscope. Pas du tout. C'est plutôt un langage commun pour décrire des tendances. Des outils pour comprendre les réglages par défaut d'une personne. Le Big Five est l'un des plus connus. On peut peut-être en explorer une ou deux dimensions pour que ce soit concret. Bien sûr. Prenons 2 des 5 traits. D'abord, l'ouverture à l'expérience. C'est la curiosité, le goût pour la nouveauté, l'art, les idées abstraites. Le genre de personne qui adore essayer un nouveau restaurant exotique. Exactement. Alors que quelqu'un avec une faible ouverture préférera retourner dans son restaurant habituel où il sait ce qu'il va manger. Steve Jobs,
qui a suivi un cours de calligraphie qui a ensuite influencé le design des Mac, c'est l'archétype de la grande ouverture. Et le deuxième trait? La conscienciosité. C'est la tendance à être organisé, prudent, discipliné. La personne très consciencieuse va planifier ses vacances 6 mois à l'avance. Avec un tableur Excel. Voilà. Alors que la personne peu consciencieuse va réserver un billet d'avion la veille sur un coup de tête. Et que se passe-t-il quand on combine ces traits? Par exemple, comment communiquer avec quelqu'un qui a une faible ouverture à l'expérience, mais une très haute conscienciosité? C'est là que le modèle devient un outil stratégique. Pour cette personne, il faut surtout pas présenter une idée en disant « c'est révolutionnaire, c'est créatif, ça va tout changer ». Ça va déclencher toutes ces alarmes. Toutes. Pour la convaincre, il faut présenter le projet avec un plan détaillé, un budget précis, une analyse des risques, un rétro-planning. Il faut d'abord rassurer son besoin d'ordre et de prévisibilité, Sa haute conscienciosité. avant même d'essayer de vaincre sa résistance à la nouveauté. En gros, on adapte son message au système d'exploitation de l'autre. C'est ça. C'est un véritable arsenal d'outils. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut commencer à appliquer ses idées, quelles seraient les étapes les plus importantes à retenir? Je pense qu'on peut distiller l'approche du livre en 4 points vraiment pratiques. Le premier, et c'est peut-être le plus contre-intuitif, c'est de commencer par soi-même. On veut lire les autres, mais il faut d'abord se lire soi-même. Ben oui, le plus grand obstacle à la compréhension des autres, ce sont nos propres biais, nos filtres, nos projections. Observer comment nous on réagit, comprendre notre propre ombre, c'est la première étape. D'accord. Le deuxième point, c'est de ne jamais se fier à un seul geste, mais de chercher ces fameux clusters. Exactement. Ne jamais tirer de conclusion d'un seul indice. Toujours chercher la cohérence d'un ensemble de signaux non-verbaux. Le troisième point? La baseline. La baseline. Systématiquement chercher à définir la norme de la personne. Avant d'interpréter un comportement, prendre le temps d'observer comment elle agit en situation neutre. Sans ce point de comparaison, toute interprétation est hasardeuse. Et enfin, il y a une technique très puissante que le livre suggère, l'art des questions indirectes. Oui, ça c'est une pépite. C'est tellement plus puissant qu'une question directe. Par exemple, au lieu de demander en entretien « Êtes-vous un bon coéquipier ?» question à laquelle tout le monde répond « Oui », Évidemment. on peut demander « Racontez-moi une fois où un projet d'équipe a échoué, quel a été votre rôle dedans ?» La façon dont la personne répond, si elle blâme les autres ou assume une part de responsabilité, s'en dit 1000 fois plus. Il y a une autre question que j'ai trouvée brillante dans le livre. Celle de la maison en feu? Oui, si votre maison brûlait, quel est le seul objet non vivant que vous sauveriez et pourquoi? C'est une question incroyable. La réponse révèle ce qui est vraiment irremplaçable aux yeux de la personne, bien au-delà des valeurs qu'elle déclare. Finalement, quand on referme ce livre, on se rend compte que ce n'est pas du tout un manuel de manipulation. Ah non? C'est plutôt un guide pour devenir une observatrice plus fine, une communicatrice plus empathique et, par ricochet, un moyen de mieux se comprendre soi-même à travers le regard qu'on apprend à porter sur les autres. C'est tout à fait ça. L'idée finale, c'est que chaque être humain est un livre ouvert. On communique constamment qui on est, même sans le vouloir, à travers nos choix, nos gestes, nos silences. Le but de cette compétence, ce n'est pas de démasquer ou de juger. C'est simplement d'apprendre à lire, avec plus d'attention, plus de nuances et finalement plus de compassion. Pour conclure, voici une pensée à méditer, une sorte de petit exercice. La prochaine fois que vous serez dans une conversation, essayez pendant 30 secondes de ne plus écouter les mots, mais d'écouter la musique de l'échange. Le rythme, le ton, les silences. Quelle est la mélodie cachée derrière le discours? Et que révèle votre propre musique sur vous-même à ce moment-là?